Bonjour et bienvenue dans Interview sur RTV, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des projets, des combats, des messages différents et des rêves différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Assanatou Baldé, journaliste indépendante, spécialiste des questions africaines et de la diaspora. Eh bien, aujourd'hui, elle vient nous voir pour la découvrir, pour savoir justement quels sont ses combats, ses rêves. Bonjour Madame Assanatou Baldé. Bonjour. C'est un plaisir justement de vous accueillir sur RTV. Et puis aujourd'hui, donc je sais que l'actualité est chargée. Et avant de parler justement de votre travail dans les médias, de votre travail en tant que réalisatrice, eh bien on aimerait découvrir votre parcours professionnel. Merci beaucoup en tout cas Inda déjà de m'accueillir sur RTV, je suis très honorée. Alors mon parcours, donc moi je suis journaliste voilà, de formation, j'ai fait l'ESJ en fait de Lille. Donc voilà, pendant 2 ans. Et puis, qu'est-ce qui m'a attirée en fait vers le journalisme? C'est surtout la curiosité du monde. J'ai toujours aimé découvrir comment vivent les gens dans différents pays. Ça, déjà, ça a été la première chose qui m'a attirée vers ce métier-là. Et puis, on se rend compte aussi que c'est un métier qui ouvre énormément de portes puisqu'on acquiert en réseau, on rencontre du monde, parfois on interviewe tellement de belles personnes qui sont aussi inspirantes. Donc en fait c'est un métier qui nous enrichit au quotidien et franchement je ne regrette pas du tout voilà, de m'être lancée dans le journalisme. Alors je sais que vous travaillez, vous collaborez avec de nombreux médias hein, comme Amina, aussi Africa Stratégie. Exactement. Oui. Vous pouvez nous en parler? Quels sont les genres d'articles que vous écrivez? Alors Amina, c'est un magazine maintenant qui a 50 ans, qui a fêté ses 50 ans cette année et qui a été créé en 1972. Hein. L'idée c'était vraiment de promouvoir les femmes africaines, de montrer leur potentiel, de les mettre en lumière, puisqu'à cette époque-là, c'est vrai qu'on ne connaissait pas beaucoup les femmes africaines. Et du coup, ce magazine-là a permis de mettre en lumière énormément de femmes, entrepreneurs, chercheuses dans le monde scientifique. Et donc les interviews, ça peut être autant des femmes célèbres, mais aussi des femmes peut-être parfois qui sont moins connues, mais qui vraiment œuvrent à transformer leur société au quotidien et qui méritent qu'on leur donne la place dans ce magazine-là. Et Africa Stratégie France, en fait, c'est une revue politique qui est également basée en France et en Tunisie et qui traite aussi de l'actualité africaine sur le plan politique, mais qui s'adresse plutôt aux dirigeants africains, en fait. C'est-à-dire que parfois, il leur arrive d'envoyer des articles à des chefs de gouvernement. Donc, c'est une revue très pointue et qui permet vraiment d'être bien informé sur ce qui se passe sur le plan politique en Afrique. Donc il y a vous avez beaucoup de collaborateurs Exactement. Dans toute l'Afrique? C'est ça, oui. Dans toute l'Afrique, en fait, voilà, il y a une dizaine de collaborateurs. Parce que moi, en fait, l'idée de l'agence de presse que j'ai créée, qui s'appelle AP21, c'est aussi de pouvoir permettre à l'Afrique de se raconter. Parce que c'est vrai qu'on est en Occident où il y a énormément de médias, bien évidemment, sur l'Afrique, mais ce regard occidental, parfois, il ne colle pas forcément à la réalité de l'Afrique. Et c'est important aussi de pouvoir permettre aussi, donner cette possibilité-là aux Africains de raconter leur continent, tout simplement, pour vraiment qu'on connaisse mieux la réalité au quotidien. Alors, je sais que pour vous, l'Afrique compte énormément. Tout à fait. Donc, amoureuse de l'Afrique, du bien-être, de l'économie de l'Afrique. Selon vous, comment on peut aider la diaspora africaine qui se base en France ou dans le monde entier? Comment on peut aider cette diaspora, l'Afrique? C'est vrai que moi, je suis même une amoureuse de la diaspora africaine. On va dire, j'ai toujours défendu la diaspora africaine parce que je trouve qu'on a des hommes et des femmes très braves dans les 4 coins du monde, qui sont aussi des fils et des filles d'Afrique, qui se battent au quotidien pour ce continent-là. Et rien que pour ça, ils méritent vraiment qu'on les salue et qu'on les encourage pour leur travail. Mais je pense qu'en fait, aider la diaspora, c'est aussi le continent qui doit pouvoir permettre à cette diaspora-là, lui donner les clés de pouvoir entreprendre. Parce que vous avez aussi souvent ces problématiques-là. On a beaucoup d'entrepreneurs issus de la diaspora qui nous disent qu'on veut entreprendre, mais arriver sur place dans nos pays d'origine, c'est extrêmement difficile. Parce que parfois, même les gouvernements sur place ne donnent pas les moyens pour faciliter en fait l'entrepreneuriat en Afrique. Et moi, je pense que c'est une des clés pour permettre à la diaspora de vraiment déployer son potentiel en Afrique. Donc ça, c'est important justement de pouvoir parler avec ces gouvernements pour fait. faciliter l'investissement de la diaspora africaine dans le pays pour pouvoir relancer l'économie de l'Afrique, créer de l'emploi aussi pour la jeunesse. Pour la jeunesse, c'est inévitable parce que vous savez qu'en Afrique, en 2050, l'Afrique va passer à 2 milliards de personnes.
Et ça, c'est un véritable défi aujourd'hui que le continent doit absolument résoudre parce que 2050, c'est demain, même si ça paraît loin, mais c'est demain. Or, c'est vrai qu'on a une jeunesse qui est engluée dans le chômage, quasiment dans tous les pays d'Afrique. Il y a un chômage de masse excessif au niveau de la jeunesse. Et il ne faut pas oublier que ce chômage des jeunes, en fait, il entraîne énormément de problématiques comme le terrorisme. Oui. Quand on a aujourd'hui des groupes terroristes comme Boko Haram et bien d'autres, en fait, qui vraiment œuvrent dans le continent, mais dans le sens néfaste, hein, où il y a des tueries régulièrement, mais c'est parce qu'ils recrutent des jeunes qui sont désœuvrés, des jeunes qui n'ont pas de travail, qui n'ont aucune perspective d'avenir. Et ça, c'est une vraie problématique. Et c'est vrai que non seulement la diaspora a son rôle à jouer, mais moi, j'appelle aussi nos gouvernements sur place à vraiment s'attarder sur la problématique de la jeunesse, parce que sans ça, le continent ne peut pas aller bien. Oui, c'est sûr. En plus, cette jeunesse qui se sent perdue, ils font des études, ils n'ont pas de travail. Et en fait, ils se sentent rejetés aussi. Ça aussi, c'est important. Oui. Et quand ils voient justement ces groupes terroristes qui leur disent « Viens avec nous, nous on va te donner de l'argent, nous on va te permettre de vivre bien et tout », alors qu'en réalité, c'est un mirage. C'est ça, exactement. Et ça, c'est important justement de pouvoir créer des ponts. Et justement, vous avez parlé de votre agence de presse 21. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, alors j'ai créé l'agence de presse 21 en décembre 2019. Donc c'était quelques mois avant le Covid-19. Et c'est ça, vraiment l'idée de cette agence-là aussi, c'est de pouvoir raconter des histoires liées au continent, mais quelque chose qui colle aussi à la réalité africaine. Parce que souvent, on parle de l'Afrique comme si c'était un seul pays, mais c'est en fait l'Afrique, on devrait dire des Afriques. Il y a quand même 54 États et chaque pays, chaque région d'Afrique a ses spécificités. Et c'est ça aussi, il faut essayer de combattre ces préjugés vis-à-vis du continent, souvent qui sont négatifs, parce qu'il y a des choses extraordinaires aussi qui se passent dans le continent. Bien sûr qu'il y a des problèmes sécuritaires, voilà, de gouvernance économique, les gens parfois au quotidien ont du mal à subvenir à leurs besoins. Mais au-delà de ça, je ne veux pas aussi qu'on s'arrête à ça. On a même des jeunes qui se battent, qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui sont en train de transformer la société africaine. Et c'est pareil aussi pour les femmes, des jeunes qui sont dans l'agriculture, dans le secteur entrepreneurial. Et ça aussi, il faut en parler. Donc c'est ça qui m'a motivée à créer cette agence. Donc cette agence, elle veut promouvoir l'Afrique, elle veut mettre en avant les talents africains. Également, oui. Parce que c'est vrai que dans beaucoup d'autres médias, malheureusement, on voit que le côté négatif de l'Afrique. Tout à fait. Alors qu'en fait, on peut se poser des questions de comment ça se fait que l'Afrique, qui est très riche, a une population qui est pauvre. Comment peut-on expliquer ça ? C'est vrai que ça fait des décennies, même je pense peut-être un siècle, qu'on se pose tous cette question. Comment on peut avoir un sol aussi riche de ressources naturelles et se retrouver avec une population qui vit pour la plupart vraiment dans de grandes difficultés. Mais il faut aussi le dire, moi je pense que le problème de la malgouvernance en Afrique, c'est vrai que souvent on va accuser l'Occident, on a beaucoup qui vont accuser l'Occident qui aussi ne soutient pas l'Afrique et ne souhaiterait pas forcément que l'Afrique se développe. On sait que déjà l'Afrique est confrontée aujourd'hui, par exemple, à la mondialisation qui ne lui facilite pas du tout la tâche. Mais il ne faut pas aussi oublier que nos gouvernants aussi ont cette part de responsabilité et doivent aussi œuvrer et être justes dans leur manière de gouverner pour améliorer le sort des populations. Donc là, on a l'impression qu'à chaque fois, on a des nouveaux gouvernements qui arrivent. Chaque fois qu'il y a des nouveaux qui arrivent, c'est toujours le même discours. On va faire les choses telles qu'il faut pour que les choses changent, que votre vie s'améliore. Mais les populations, en attendant, elles ne voient pas d'amélioration au quotidien. Et même le Covid, récemment, a encore prouvé des difficultés encore plus grandes qu'auparavant. Moi, par exemple, au sein de l'agence, il y a un de nos journalistes qui avait fait un reportage dans un village reculé du Sénégal où il n'y avait pas d'eau potable et nous étions en plein Covid. Et les villageois qui l'avaient interviewé lui disaient « Mais comment voulez-vous qu'on applique les règles barrières si nous n'avons même pas d'eau potable? Comment voulez-vous qu'on fasse ?» Les femmes devaient marcher des kilomètres en fait pour aller creuser, essayer de trouver de l'eau qui n'était même pas potable. Donc, pas d'eau courante dans énormément de pays. Et l'eau, c'est la vie. On ne peut pas, par exemple, vivre sans eau. Et en plus, quand elle n'est pas potable, on sait qu'il y a énormément de maladies. Et ça ne va pas du tout. On se pose des questions, justement. Pourquoi on ne va pas faciliter le travail pour ces populations, l'eau justement potable pour ces populations-là? Si on veut réellement... on se pose des questions sur vraiment l'amour de son peuple quand on est un bon gouvernant.
Et qu'un bon président, normalement, on devrait œuvrer pour les populations et non pour ses intérêts personnels. Absolument. Mais ça c'est un des gros problèmes, encore une fois, de nos dirigeants. C'est que moi, parfois, j'ai l'impression qu'il y a même un problème d'amour propre, en fait, d'amour de son peuple, je veux dire. C'est-à-dire que beaucoup sont là pour défendre leurs intérêts, défendre le fauteuil présidentiel, essayer d'aider à la limite leur entourage, mais ça s'arrête là. Mais quand il s'agit par exemple de transformer le quotidien des populations, eh bien on ne voit aucune utilité à leur politique. Quand vous savez qu'aujourd'hui l'Afrique n'a toujours pas l'autosuffisance alimentaire, c'est quand même un peu étonnant pour un continent qui a autant de terres arables. Et de richesses. Et de richesses. Toutes les richesses sont en Afrique. C'est ce que je me pose comme question. Tout à fait. Et aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. On importe toujours autant à l'étranger. C'est quelque chose qui est totalement aberrant. C'est ça. Et ça, il faut qu'on sache que l'agriculture est la base de tout, en fait. Si on n'arrive pas à vraiment développer ce secteur-là, mais le continent a de grandes inquiétudes, même pour l'avenir. Et surtout quand je disais qu'on va passer à 2 milliards, comment nourrir toute cette population, tous ces jeunes qui vont arriver, comment va-t-on faire si on ne travaille pas à développer le secteur agricole en Afrique? Justement, pour parler de ça, de cette jeunesse, donc vous êtes aussi réalisatrice. Hein. Oui. Donc vous avez réalisé ce film, Un Paris d'exil. Qu'est-ce qui vous a poussé, Assanatou, à faire ce film documentaire sur la situation des exilés? Alors, Un Paris d'exil, l'aventure de ce documentaire a commencé en 2015 en fait, parce que comme vous le savez, à cette époque-là, on a eu quand même pas mal d'exilés venus un peu partout d'Afghanistan, de Syrie, du Soudan, qui se sont vraiment rués vers l'Europe. Et je me suis rendu compte en fait que dans Paris, il y avait des camps, en fait, c'est-à-dire des camps de fortune installés par des bénévoles, des associations qui aidaient souvent ces exilés-là, mais au cœur même de Paris, c'est-à-dire du côté du métro Jaurès, Stalingrad, un peu partout dans la capitale. Et je me suis dit, mais c'est quand même étrange que dans Paris, hein, qui est quand même une ville qui a une image dans le monde extraordinaire, ville lumière, qu'on retrouve des camps, comme si on se retrouvait dans des pays comme le Soudan et autres. Et je me suis dit, ça, je pense qu'il faut montrer cette réalité-là. Et surtout, montrer la réalité que Paris, ce n'est pas forcément justement que la ville lumière, il y a aussi ces réalités-là, des exilés qui vivent pour beaucoup dans la misère, tout simplement. Assanatou, quand vous avez justement réalisé ce film, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans les histoires justement de ces personnes, de ces exilés que vous avez vus au quotidien? Sincèrement, le plus difficile, ça a été les témoignages, parce qu'il ne faut pas oublier que ces personnes-là ont vécu des choses très très difficiles, parce que beaucoup sont passés par exemple par la Libye, ont dû traverser le désert, arriver en Libye, ont subi des tortures. Moi, on m'a raconté des tortures qui ont été subies, on le sait tous qu'aujourd'hui en Libye, quand ces personnes arrivent, elles vivent, parfois même les femmes vivent des viols, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et ça a été très très dur à entendre, mais aussi, ce qui a été particulièrement choquant pour moi, c'est que ces personnes éprouvées déjà par l'exil arrivent en pensant que Paris, la France en général, exactement, va être une terre de refuge, puisqu'ils se disent que la France est un pays des droits de l'homme et qu'ils vont trouver refuge dans ce pays-là, mais c'est totalement la désillusion quand ils arrivent, puisque ce n'est pas le cas, ils ne sont pas accueillis à bras ouverts, au contraire, il y a un rejet total. On veut à tout prix qu'ils s'en aillent, on fait en sorte en fait qu'ils quittent Paris pour ne plus qu'on les voie, tout simplement, pour qu'ils se mêlent à la masse. Oui, et c'est vrai que ces histoires-là sont touchantes. L'histoire de tous ces témoignages, les viols ou alors les tortures, on se pose des questions de pourquoi torturer moi je parle toujours de frère et une sœur en humanité. Qu'est-ce qui amène l'humain à faire ça? Qu'est-ce qui amène justement, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le torture ainsi? Moi, je pense qu'on est dans une société où l'humain c'est trop éloigné de l'essentiel, en fait. Parce que quand on s'éloigne de l'essentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, le plus important pour moi, pour un être humain, c'est son humanité avant tout. Si on perd cette humanité-là, parce que on se laisse tenter par des choses, l'appât du gain, on sait que malheureusement, aujourd'hui, l'argent est devenu roi. Dans un monde où maintenant, sans argent, les gens sont complètement rejetés, ils n'existent même plus en fait. On le voit même partout dans le monde. Et c'est ça, j'ai l'impression, qui est en train de nous conduire vers l'abîme. Parce qu'on ne peut pas
tourner toujours autour de l'argent, comme si c'était le plus important dans notre vie. Pour moi, on doit se battre pour préserver notre humanité. Toutes ces personnes exilées, éprouvées, et d'ailleurs, il y en a de plus en plus dans le monde et dans la société, on doit trouver justement des solutions pour essayer de les préserver, les aider à rebondir, à reconstruire leur vie, mais au lieu de ça, c'est pas toujours le cas. On les rejette. Il y a plus de rejet. Et exactement. En plus de ça, on leur facilite pas. Déjà, psychologiquement, ils ont besoin d'aide parce qu'une personne qui a vécu un viol ou une torture, un rejet, que ce soit, on va dire, pour sa condition, sa couleur de peau, sa religion, on se pose vraiment des questions. On se dit, justement, cette perte d'humanisme, elle est due à quoi? Elle est due à cette société matérialiste, à cette société, en fait, qui fait que l'autre est son ennemi et non son ami. Où sont les solutions? Comment faire pour revenir réellement à cet humanisme? C'est des questions qu'on peut se poser. Moi, à mon humble avis, je pense qu'il faut qu'on revienne à nous-mêmes, d'abord à l'humain. Parce que cette société, elle est en train de nous broyer, on peut tous en fait. Hein. C'est-à-dire que parfois, on a tendance à croire qu'il n'y a que les autres qui sont en difficulté ou peut-être celui qui n'a pas de logement, qui vit dans la rue, il est le seul concerné. Mais en réalité, nous sommes tous concernés. Hein. Nous qui avons des enfants jusqu'aux plus jeunes, si on ne se bat pas tous pour améliorer le monde dans lequel on vit, pour revenir à l'humain, c'est-à-dire l'essentiel, revenir à l'humain, les gestes de solidarité. Moi, je l'ai toujours dit, même pendant le Covid, si on ne comprend pas qu'aujourd'hui, on doit se mettre ensemble pour essayer tous d'avancer ensemble, eh ben, on ne comprendra jamais, puisque le Covid nous a montré à quel point la vie était fragile. On a vu des gens partir du jour au lendemain. Donc déjà, au quotidien, on le sait que la vie est fragile. Mais là, ce virus, on a un monde de géants, certains sont multimilliardaires, et finalement, c'est un petit virus qui fait que personne n'a rien pu faire, quelque chose de tout petit qu'on ne peut même pas voir. Invisible. Qui est invisible, exactement. Ouais. Donc ça, c'est la preuve, encore une fois, que peut-être on doit faire preuve aussi de plus d'humilité. C'est très important et de revenir à notre humanité. Sinon, encore une fois, on va vers l'abîme. Moi, je le crois sincèrement. Mais on a l'impression, justement, vous parlez donc du Covid, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, les guerres qu'il y a dans le monde, on va dire les tremblements de terre aussi. Hein, il y a eu récemment un tremblement de terre à Taïwan. C'est ça. On se pose des questions. On se dit, est-ce que réellement l'humain comprend, malgré tous ces millions de morts suite à ce Covid, et aux guerres aussi, puisqu'on a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, sans compter les autres guerres aussi. Oui. On se pose des questions. Est-ce que réellement l'humain peut par lui-même revenir à l'essentiel ? C'est compliqué ça aussi. Hein. Oui, non, ça c'est compliqué. Hein. C'est vrai qu'on a été déconnecté aussi du spirituel, hein, malheureusement. C'est vrai que comme je disais, l'argent est devenu le Dieu de beaucoup peut-être trop d'humains aujourd'hui, alors que Dieu, l'unique, c'est lui qui peut soigner nos corps, nos âmes. Et il faut qu'à un moment donné, on revienne à lui, parce que sinon, de toutes les manières, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, ça c'est une certitude. C'est ça, on va vers l'abîme, vers le chaos. Et on est déjà, moi je pense qu'on est déjà, exactement, en train de dire. C'est pour ça qu'il y a besoin justement d'un réveil, il y a besoin de transmettre. Hein. Et je pense, Assanatou, que votre film, Un pari d'exil, est là pour montrer la souffrance de ces populations qui ont tout quitté pour un monde meilleur, mais qui se sont rendus compte qu'en réalité, ils sont plus en souffrance encore, puisque là, ils sont rejetés, sont sous détente, il n'y a pas d'hygiène. Je pense que... quels sont les souhaits justement de ces exilés ? Merci beaucoup pour cette question, parce que c'est ce qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que tous ces hommes et ces femmes, on a tendance à les regrouper dans le terme migrants, comme si ils n'avaient plus d'humanité, ils n'existaient plus. Mais je redis encore, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui ont quitté leur pays parce qu'ils n'avaient pas le choix à cause des conflits, des guerres, et qui veulent juste chercher un avenir meilleur. Voilà, des pères de famille et des mères de famille qui veulent juste que leurs enfants, comme vous et moi, leurs filles, leurs fils, puissent avoir un meilleur avenir, puissent aller à l'école, puissent étudier comme tous les enfants le font, et se donner une seconde chance. Tout être humain a le droit quand même de se donner une seconde chance, de reconstruire sa vie. Et on ne doit pas en fait stigmatiser ces personnes-là, tout simplement parce qu'elles sont à la recherche de meilleures conditions de vie. Tout être humain, naturellement, l'aurait fait. D'ailleurs, les hommes ont toujours migré. Si on regarde l'histoire de l'humanité, les hommes ont toujours migré depuis la nuit des temps
pour toujours chercher un meilleur endroit où s'établir. Donc ça ne devrait pas nous étonner. Mais aujourd'hui, on fait du phénomène de la migration comme quelque chose de négatif. Oh, ils nous envahissent, ils vont nous remplacer. Voilà, on entend des termes totalement absurdes. Le grand remplacement. Voilà, le grand remplacement. Oui. Alors que ce sont des personnes qui viennent juste chercher un avenir meilleur. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup sont même prêts à prendre n'importe quel travail, tout simplement pour vivre mieux et ne cherchent pas... honnêtement. Honnêtement, tout simplement. Voilà, c'est exactement ça. Mais encore une fois, on se pose la question de savoir, donc la responsabilité bien sûr des gouvernements, mais on se plaint des migrants, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais on se plaint des migrants. On se plaint que toutes ces populations sont venues en Occident, en Europe. Et qu'ils ont dû quitter leur pays parce que malheureusement, ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, il n'y a pas d'emploi. Et pourquoi justement, au lieu de se plaindre de tous ces gouvernements qui se plaignent ou qui se balancent la balle, ou alors quand on voit les bateaux avec tous ces exilés, parce qu'il y a des pays qui ne veulent pas les prendre, donc qui meurent noyés et mangés par les poissons, on se pose des questions de si réellement on voulait aider ces populations-là, donc il faut aider les pays, il faut aider à investir dans les pays, il faut créer de l'emploi dans les pays, il faut créer des écoles. Quand on voit des enfants qui font des kilomètres, ne serait-ce que pour aller dans les écoles, parce qu'ils ont envie d'aller dans les écoles, mais qu'ils risquent à chaque fois leur vie pour pouvoir aller d'un village à une école ou à une ville, on se pose des questions. Si réellement on veut faire en sorte qu'il n'y ait plus toutes ces vagues d'exilés, de personnes qui sont en souffrance, parce que ce sont des personnes en souffrance et nul n'est à l'abri. C'est ça en fait pourquoi, Hasanatou Baldé, aujourd'hui je suis très heureuse de vous accueillir sur RTV, parce que ces messages sont des messages profonds. Nul n'est à l'abri. En temps de guerre, à l'époque, la Seconde Guerre mondiale, les gens mouraient de faim et pourtant ils étaient en France et ils mangeaient les rats. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'il y ait un éveil des consciences. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis absolument d'accord avec vous parce que on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de devoir revenir à l'humain. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une société où tant que ça ne nous arrive pas, ou peut-être à notre famille, on se dit on n'est pas concerné. Mais alors qu'on est tous concernés, parce que de toute façon, ce monde-là, on doit le construire, le co-construire ensemble. Si chacun vit dans son individualisme, parce que c'est vrai qu'on est aussi dans une société où l'individualisme est exacerbé, mais il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. C'est vrai, il faut qu'on apprennent aussi plus à regarder l'autre, à essayer de comprendre l'autre, à essayer aussi de lui tendre la main et ne pas vivre uniquement dans notre bulle au quotidien où voilà, on a le train-train, le travail, on rentre, on mange, on paye les factures et puis ça s'arrête là. Non, il faut qu'on essaye vraiment cette humanité-là, on l'a tous, ce potentiel. Voilà, où on peut aussi, en plus de notre famille, notre entourage, aider, tendre la main à d'autres personnes. C'est très important. Parce que pour moi, c'est ça qui pourra sauver le monde. Ce n'est pas que des beaux discours. À un moment donné aussi, il faut qu'on agisse concrètement. C'est exactement ça. Et tout à l'heure, vous avez parlé justement de faciliter l'investissement de la diaspora africaine qui vivent à l'étranger. Eh bien, ça aussi, c'est important. Parce que si on facilite cet investissement de la diaspora africaine qui veut et qui est amoureux de son pays, de son Afrique, pour relancer l'économie et surtout aider ces populations, eh bien, en fait, l'Afrique ira mieux. Et il est important de faciliter ces investissements. Parce qu'à un moment donné, moi, je connais beaucoup de personnes de la diaspora africaine qui ont voulu investir dans leur pays, mais malheureusement qui ont eu que des bâtons. Exactement. Et pourquoi ? Si on veut réellement, vous parliez d'humanisme, le meilleur des représentants d'un peuple est un représentant humaniste avant tout. On va dire oui, mais la politique ne laisse pas place à l'humanisme. Bien au contraire, on peut être humaniste, on peut être dans l'empathie, tout en étant un bon président. Et ça, c'est important parce que vos peuples sont en train de mourir. Ils sont en train de risquer leur vie, de prendre des bateaux, et ils sont en train de vivre dans des tentes. On le voit. Oui, au et on voit des bébés. Oui, c'est vrai. On voit des mères qui pleurent.
Absolument. Moi, j'ai vu lors du tournage des bébés, des nourrissons par terre, dormir à même le sol. Non, mais ce que vous dites, Inda, est tout à fait important. C'est que les gouvernants doivent se souvenir pourquoi ils ont été élus. Enfin, en plus, parfois, ils nous disent qu'ils sont tous élus à 100% démocratiquement. Bon, on sait comment ça se passe parfois, les élections en Afrique, qui ne sont pas très transparentes. Mais je pense qu'ils doivent se souvenir de pourquoi ils sont dirigeants. On a eu certains dirigeants, les peuples les ont fait confiance, vraiment leur ont donné toute leur confiance et finalement ils arrivent au pouvoir et c'est comme une trahison. Ils font tout l'inverse de ce qu'ils avaient promis auparavant. Ça fait tellement d'années, de décennies que l'Afrique parle de développement, etc. et tout, et on ne voit rien qui se passe. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête vraiment ces discours-là et qu'à un moment donné, que vraiment la vie des gens soit améliorée. Mais jusqu'à présent, on n'est pas prêt d'arriver à ça. Et cet humanisme-là, il faut aussi qu'il revienne à ça. Parce que sans ça, on ne peut pas avancer, tout simplement. Il faut revenir à l'essentiel. À l'essentiel, oui. La spiritualité profonde et l'humanisme. Exactement. Ça, c'est important. Donc, revenons justement, on était dedans, hein, à ce film, Un Paris d'exil. Combien de temps a duré sa réalisation? Alors, en fait, la réalisation, elle a duré, parce que moi, j'ai fait le tournage entre 2016, août 2016 et 2017. Et c'est vraiment en 2021 qu'on a pu finaliser la réalisation parce que c'est un film vraiment que j'ai mené un peu seul avec une équipe aussi qui m'a accompagnée, qui a été vraiment formidable. Mais tout le monde sait que réaliser un film documentaire, c'est lourd, voilà, et tout a été fait sur mes propres fonds. Donc c'est un film qui est complètement indépendant. Mais c'est peut-être ça qui fait son charme parce que... ça vous tenait à cœur. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait absolument à cœur. C'est comme s'il fallait un peu rendre justice en fait à ces exilés-là, parce que dans le film, en plus, on voit énormément quand même de la police française, parfois même des CRS qui n'hésitaient pas à les encercler, comme si en fait ces gens étaient des criminels, alors qu'ils venaient tout simplement chercher un avenir. Ils n'étaient pas du tout là pour être violents ou pour embêter qui que ce soit. Et ça, par contre, c'est assez choquant même de voir ces images d'ailleurs qui sont assez omniprésentes dans le film où constamment la police est là. Certains nous racontaient qu'à 4h, 5h du matin, la police arrivait avec ses chiens pour essayer de les réveiller, tout simplement pour les faire partir des rues de Paris. Et ça, il fallait, nous, on avait besoin de rendre justice aussi à ces gens-là, qu'on montre qu'il y a eu cette réalité-là et que ces gens-là n'avaient pas à être traités de cette manière-là, tout simplement. Comment ils vous ont accueilli, justement, tous ces exilés? Alors, au début du tournage, ce n'était pas forcément évident parce que déjà, ils arrivent dans un pays où ils sentent quand même qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ouais. Donc, la première démarche qu'on a fait, nous, c'est d'essayer de les convaincre qu'en fait, on faisait vraiment ce film-là pour eux, pour justement montrer leur réalité. Parce que c'était important de montrer aussi ce qui se passait réellement, puisque beaucoup ne s'imaginaient pas que dans Paris, on avait cette réalité-là. Et au fil du temps, nous, on a passé pas mal de temps avec eux, puisque lors du tournage, on y allait même de nuit, sous la pluie, donc à force, ils se sont familiarisés avec nous et puis la confiance s'est petit à petit installée. Mais il a vraiment fallu quand même les aborder, discuter avec eux avant de venir et commencer à tourner. Je sens dans votre voix que vous êtes émue. Tout à fait, parce que c'est vrai que la question des migrations, parce que l'exil, en général, on oublie que l'exil, c'est une épreuve aussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ne se rendent pas compte, en fait, que quand quelqu'un quitte son pays, qu'il abandonne tout derrière lui pour partir, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui fait mal, en fait. Ce n'est pas qu'on a choisi de partir pour partir. Je pense que toutes ces personnes, d'ailleurs, nous l'ont dit. Si on avait la possibilité de rester en Afghanistan, en Somalie, au Soudan, on l'aurait fait parce qu'on aime nos pays. Chaque personne aime quand même son pays, mais à un moment donné, si votre pays ne vous donne plus la possibilité de vivre ou de faire vivre vos enfants, forcément, vous êtes obligé de partir. Donc, il ne faut pas que les gens s'imaginent que toutes ces personnes viennent ici, en Europe, en France ou autre, pour s'amuser ou pour profiter du bon temps. C'est totalement faux. D'abord, c'est beaucoup de souffrance. Il faut s'habituer, il faut se réintégrer à un pays qu'on ne connaissait pas du tout, apprendre la langue, essayer de trouver un travail. Ouais. Donc, c'est beaucoup de parcours difficiles, d'embûches. Donc, ce n'est pas du tout simple.
Vous êtes la voix de ces exilés à Sanatou. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers mon film. J'ai l'impression que c'est votre mission. Hein. J'ai vraiment senti, c'est comme si j'ai été attirée vers eux, comme si le film est venu à moi. Parce qu'au départ, moi, je suis juste arrivée en faisant mes reportages en tant que journaliste, un peu sur ce qui se passait avec ces personnes-là. Et puis finalement, le cheminement du documentaire s'est fait assez naturellement, en fait. C'est venu à vous. Exactement, c'est venu à moi. Comme une évidence. C'est ça, tout à fait. C'est absolument ça. Le fait de voir justement ces populations en souffrance, rejetées et oubliées de tous. Comme vous dites, hein, chacun fait sa vie, son travail, sa famille et tout. Et tant que ça ne nous touche pas, on n'a pas cette sensation de sentir cette souffrance humaine qui est juste aux portes de Paris, même là, juste devant nous. Et je pense que c'est aussi ça le but de montrer ce film. Juste montrer ce qui existe. C'est ça, c'est vraiment... D'ailleurs, dans le film, il n'y a pas de voix off, parce que parfois, c'est vrai qu'on peut dire que la voix off peut orienter le public, etc. Mais j'ai fait le choix de ne pas mettre de voix off pour surtout privilégier les images. Parce que je me suis dit, c'est important que chaque donner la parole aux autres. Donner la parole déjà à ces exilés, parce qu'il y a quand même beaucoup de témoignages. Je voulais qu'ils parlent, qu'on ne parle pas pour eux, mais que ce soit eux qui s'expriment et qui nous disent leur vécu, ce qu'ils vivent dans Paris. C'était très important en fait pour moi. Donc l'idée c'était vraiment que chaque personne puisse voir la réalité et tout simplement peut-être attirer aussi un peu nos consciences sur ce que vivent ces gens-là et nous amener à réfléchir. Parce qu'il y a pas mal de préjugés d'ailleurs sur les migrants. Oui, énormément, parce qu'on ne nous connaît pas. Parce qu'on les connaît pas en fait, le problème de l'humain, de beaucoup d'humains, c'est qu'on est constamment dans le jugement parce qu'on ne connaît pas l'autre. Donc on va rejeter l'autre parce qu'on est dans l'ignorance, ou alors on va se dire, ah non, ce sont des étrangers, ils viennent prendre notre travail, nous on est ici en France et tout, on n'a pas assez déjà pour nous aussi, donc c'est difficile. Comment on va les nourrir eux aussi? Donc c'est plein de jugements, plein de préjugés. Mais en plus, on oublie que pourtant la France a quand même les moyens de pouvoir accueillir ces personnes-là, parce que déjà, même dans les campagnes, on a des campagnes qui se dépeuplent. D'ailleurs, c'est un peu le débat actuel, avec les médecins aussi qui partent. Exactement. Et franchement, ça pourrait aussi être une solution. On a tous ces villages reculés du pays qui sont en souffrance. Parfois, certains sont même obligés de fermer des écoles puisqu'il n'y a pas assez de monde. Et ça, c'est terrible pour un territoire. Mais ces gens-là ne demandent même pas être sur Paris ou à un autre endroit. C'est juste pouvoir s'installer, avoir la paix et pouvoir continuer à vivre et avoir un travail pour nourrir leurs enfants. Donc, ils seraient même prêts à partir, même dans les villages qui ont actuellement ces difficultés-là, qui se dépeuplent. Il faudra peut-être le dire. Ah. Je pense que c'est passé, le message est passé. À Sanatou, la projection du film, donc c'est le jeudi 29 septembre au cinéma Lincoln, aux Champs-Élysées. C'est ça. À partir de 19h. À partir de 19h, exactement. Donc ça va être la première fois. Oui, là ça va être... En fait, le film avait été sélectionné l'année dernière lors d'un festival qui s'appelle l'Afrique fait son cinéma, mais nous étions, comme tout le monde le sait, en pleine épidémie de Covid, donc finalement, beaucoup n'ont pas pu le voir. Mais là, c'est l'occasion pour le public de pouvoir le voir aux Champs-Élysées le 29 septembre. Donc la durée du film, 79 minutes? C'est en 79 minutes, c'est ça. Pourquoi avoir choisi 79 minutes? En fait, je ne l'ai même pas choisi. Au départ, ça devait faire 52 minutes. Mais il y avait tellement de choses à dire, d'histoires à raconter. Et puis les intervenants aussi étaient assez nombreux dans le film, que je me suis dit que si je reste sur 52, je risque de ne pas pouvoir raconter un peu tout ce que je voulais. Donc c'est la raison pour laquelle on a été jusqu'au 79. Sanatou Baldé, quels seraient vos rêves pour notre humanité? Pour notre humanité, grande question, mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait qu'on sorte en fait de cette société qui nous piège un peu tous. Parfois, j'ai l'impression qu'on vit un peu dans une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire cette société d'hyperconsommation où la mondialisation a un peu grignoté tout sur son passage. C'est vrai qu'au début, tout le monde, en tout cas, paraissait heureux, que ça devait être quelque chose d'exceptionnel, la mondialisation, mais aujourd'hui, on voit quand même les dégâts et tout ce qu'elle engendre. Et j'aimerais parfois, en fait, qu'on recule, juste
qu'on se mette un peu en pause, en fait, qu'on réfléchisse un peu à ce monde, en fait, malheureusement, ce qu'il est devenu. Regardez les tempêtes, les changements climatiques. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui sont obligés de se déplacer. On les appelle même les exilés climatiques parce qu'ils ne peuvent plus vivre là où ils devaient vivre. Et ça, c'est dramatique, en fait, que des gens ne puissent plus vivre voilà, dans leur environnement naturel. Donc, cette humanité qu'on a tous en nous, il faut qu'on trouve un moyen de vraiment la retrouver et de pouvoir voir comment on peut tous travailler les uns avec les autres pour améliorer tout simplement notre monde et pouvoir laisser au monde à nos jeunes générations futures, parce que c'est important, on a aussi quelque chose à leur transmettre et à leur léguer. Donc si aujourd'hui on ne construit pas en fait le monde de demain, je pense qu'on va le regretter, mais amèrement. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Projet d'un autre film peut-être ? Oui, en fait, il y a déjà un projet dans notre film, mais ça sera toujours sur voilà, les problèmes migratoires. Mais sauf que là, ça sera au Sénégal, donc dans mon pays d'origine, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a énormément de jeunes aussi sénégalais, malheureusement, qui prennent la pirogue, qui veulent partir parce qu'ils n'ont pas de perspective aussi, là aussi d'emploi. C'est très difficile, le chômage est très élevé dans ce pays-là. Et il y a des mères de famille désœuvrées parce que malheureusement, une fois que les jeunes sont partis, elles ne retrouvent plus leurs fils qui sont partis. Il y a des familles qui ne sauront même jamais ce qui est advenu de leurs enfants. Parce qu'on oublie que c'est aussi des morts. Ils n'arrivent pas tous à destination. On oublie qu'il y a la mer Méditerranée où il y a énormément de morts, mais on oublie que le désert aussi est un tombeau, malheureusement, pour énormément de migrants qui n'auront même pas une sépulture digne. Et c'est ça que je trouve le plus dramatique, en fait. Parce que tout être humain devrait avoir au moins une sépulture digne. Et comme on ne les retrouve pas pour beaucoup, et ce n'est pas le cas du tout. Donc du coup, voilà, les familles sont complètement détruites parfois à cause de ces problèmes-là. C'est sûr, mais on se pose des questions, c'est quelles sont les solutions ? Quelles sont les solutions pour toute cette jeunesse ? Les solutions, encore une fois, c'est que tant que la jeunesse, dans tous ces pays-là, elle n'aura pas des perspectives d'avenir, on travaille qui lui permettra en fait de pouvoir se développer, déployer son potentiel et même de participer aussi à l'essor du continent, parce qu'on a besoin de la jeunesse. On ne peut pas penser en avenir sans la jeunesse, en fait. Ça, ce n'est tout simplement pas possible. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique a besoin de la force des jeunes. D'ailleurs, son continent, tout le monde le sait, c'est le plus jeune au monde. Un homme sur deux en Afrique est un jeune. Donc si on laisse tous ces jeunes-là désœuvrés, sans avenir, sans espoir, déjà les routes de l'immigration, elles vont faire que se renforcer, parce que de toute manière, on ne pourra pas, pour moi, freiner ce phénomène-là. Hein. Il ne faut pas qu'on soit dans l'utopie. Hein. Aujourd'hui encore, on a tant de jeunes, malgré le fait qu'ils savent, hein, ils connaissent les dangers, hein, mais ils sont prêts à tout, parce qu'ils se disent, au final, nous n'avons plus rien à perdre. C'est ce qu'ils disent, nous sommes dans des pays où nous n'avons pas de travail, on finit peut-être nos études et on se retrouve sans rien. Et on sait aussi que le problème de l'Afrique, c'est que c'est la formation. On a beaucoup de jeunes. Au-delà de l'université, il n'y a pas que l'université comme voie pour s'en sortir. Mais même des formations peut-être plus courtes, les jeunes, malheureusement, n'y ont pas accès. Donc, faute de moyens. C'est ça, faute de moyens. Mais parce que aussi, encore une fois, les gouvernants, pour moi, ne font pas cet effort-là, de pouvoir vraiment construire quelque chose de solide, un vrai projet en fait d'avenir, une vision d'avenir pour la jeunesse. C'est sûr, et on voit même pour les soins médicaux. Absolument, absolument. Il n'y a que les riches qui peuvent se payer une opération ou alors se soigner. C'est très difficile. C'est une catastrophe. En Afrique, en fait, beaucoup, parfois pour plaisanter, disent en fait, vous allez à l'hôpital pour mourir. Parce qu'au final, les soins, souvent, il y a énormément de problèmes. Parfois, on a du personnel qui n'est pas très bien formé, mais ce n'est pas la faute du personnel. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour pouvoir soigner correctement la population. Et encore une fois, qui elle-même n'a pas les moyens d'être soignée correctement. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux qui fait que c'est encore des souffrances à chaque fois que les populations doivent subir au quotidien. Assanatou Baldé, regardez ceux qui vous regardent. Oui. Vous qui êtes amoureuse de l'Afrique, parlez-leur. Parlez à tous ces jeunes et ces mamans et ces pères africains qui, en grande partie, sont en souffrance d'avoir perdu un enfant, peut-être qui s'est noyé dans ces eaux-là, ou alors qui rêveraient d'une Afrique meilleure, plus juste, plus solidaire, avec une économie meilleure, plus d'argent, plus d'eau potable, plus de puits, plus d'écoles et d'hôpitaux pour tous. En fait, le premier message déjà que je voudrais adresser est à la jeunesse. En fait, moi, j'ai toujours dit que
même si aujourd'hui les jeunes sont persuadés que leur avenir est parfois en Europe, je ne le crois pas du tout. Parce que pour moi, l'Eldorado, en fait, il se construit. C'est-à-dire que même dans le village le plus reculé, au fin fond d'un village, on peut construire son avenir, on peut construire en fait son Eldorado. Donc il suffit aussi d'avoir cette volonté-là, de pouvoir changer les choses. Alors je sais bien que ce n'est pas facile hein, dans un continent où le taux de chômage est excessif, où on n'a pas de perspective d'avenir, mais c'est possible parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique, encore une fois, il y a énormément de jeunes, malgré le fait que les moyens ne sont pas disponibles, mais qui se battent au quotidien vraiment, qui transforment la société, qui sont en train de faire mais des choses extraordinaires et qui sont de véritables exemples. Donc je pense que ces jeunes-là aussi peuvent même parler à la jeunesse, peut-être qui a un peu perdu espoir parce que malheureusement, la société actuelle ne leur permet pas d'avoir une place, tout simplement. Et c'est pareil pour les pères et mères de famille. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bravoure dans nos continents. C'est vrai qu'on est dans une époque où l'Afrique, souvent, on en parle en termes négatifs, mais n'oublions pas aussi toutes ces mères et ces pères de famille, notamment dans le secteur informel, qui se battent jour et nuit. Ces mamans qui se lèvent à 4h, 5h du matin, et pareil pour ces pères qui sont peut-être dans la pêche ou même dans l'agriculture et qui œuvrent au quotidien pour donner le meilleur à leur famille, à leurs enfants. Donc, ces gens-là, n'oublions pas leur bravoure. Et aujourd'hui, c'est les gouvernants aussi qui doivent vraiment mieux prendre en considération toutes ces personnes-là qui vraiment se battent et qui sont la force aussi de l'Afrique. Parce que le secteur informel, dans énormément de pays d'Afrique, c'est ce secteur qui fait vivre le continent. Aujourd'hui, on le sait très bien. Mais malheureusement, c'est encore un secteur qui est trop négligé, qui n'est pas encore organisé et qui ne permet pas de donner des moyens suffisants à toutes les personnes qui y travaillent, tout simplement pour améliorer leur futur. Merci beaucoup en tout cas pour ce merveilleux message. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites justement pour notre humanité, pour l'Afrique, pour montrer que justement voilà, l'Afrique est belle, l'Afrique est riche, l'Afrique est multicolore, multireligion, parce qu'il y a toutes les religions. Absolument. Et ça c'est important justement de le souligner. Aujourd'hui il est important justement de transmettre ces messages, de dire voilà, aujourd'hui nous sommes des humains, il faut retrouver notre humanisme. Et on en appelle justement à tous les gouvernements mondiaux, là ce n'est pas que le gouvernement africain, de faire en sorte de vous dire que vous n'êtes qu'une seule famille et d'aider ces populations en souffrance. Et si vous voulez vraiment les aider et éviter qu'il y ait toutes ces vagues d'exilés, il est important justement de pouvoir promouvoir les pays afin de pouvoir relancer leur économie, afin de pouvoir investir justement dans le domaine aussi de la médecine, parce que ça c'est important, de l'éducation, parce qu'un peuple éduqué est un peuple fort. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous Inda pour cette invitation et opportunité. Et en tout cas, on est très fiers parce qu'on va bientôt pouvoir nous aussi sur RTV visionner ce film ensemble avec tous ceux qui nous suivent. Je vous dis à très bientôt et merci de nous avoir suivis sur RTV. À très bientôt, au revoir.